Bonjour. Je vais peut-être vous sembler blockchaino-sceptique, pas du tout. Je suis juste blockchaino-déçu. Déçu qu'on fasse faire et promettre n'importe quoi à une technologie absolument géniale qui est la blockchain. Alors oui, je pense que c'est le moment de sauver le soldat blockchain, qui est mal en point. Pour ça, on va prendre 20 bonnes minutes pour comprendre d'où il vient, comment il est arrivé là. Ensuite, un petit quart d'heure pour faire un point à date et voir vers où il va, vers où on peut l'emmener. Et après, 5 minutes de questions-réponses, si vous avez des questions et si j'ai des réponses. Donc l'histoire remonte à la préhistoire. À l'époque bénie, où chacun était autonome, se débrouillait tout seul, des chasseurs-cueilleurs. Chacun était autonome, mais tout le monde n'avait pas les mêmes capacités. Par exemple, à la chasse, vous savez bien, il y a le bon chasseur. Le bon chasseur, c'est quoi? Il voit un auroch. L'auroch, c'est l'ancêtre du taureau. Le bon chasseur, il voit un auroch, il lève sa massue, il cogne. Et puis il y a le mauvais chasseur. Le mauvais chasseur, il voit un auroch, il lève sa massue, il cogne. Mais c'est pas pareil. Et puis un jour, le mauvais chasseur, qui sait faire des très beaux habits, en tout cas bien plus beaux que ceux du bon chasseur, lui dit « Écoute, tu chasses mieux que moi, je couds mieux que toi, je te propose qu'on échange nos compétences. Je te propose de maximiser nos efficiences. » L'autre lui dit « Top là !» Et là, ils échangent. Ils venaient d'inventer le troc. Le troc, c'est super pratique. Un jour, le bon chasseur, il voit la table qui a été faite par sa copine Menusix. Il dit « Tu veux pas changer ta table contre un auroch ?»« Tu sais bien que je suis végétarienne. »« Ah merde. »« Et tu veux pas échanger contre un short ?»« Je suis allergique aux poils de bête. »« Qu'est-ce que tu veux ? Par contre, j'aime bien la brioche. » Bon, en fait, je suis vendéen. Donc... Par contre, j'aime bien la brioche. Donc, il va voir Boulangix. Et Boulangix, il voulait bien un short. Alors, ça l'a fait. Paf, je prends mon auroch, je l'échange contre le short contre la brioche contre la table. J'y récupère la table. Sauf que le troc commençait à montrer ses limites. Alors Menusix, elle se dit, j'ai une idée. Plutôt que d'échanger comme ça entre nous, c'est très compliqué, on va prendre un coquillage, même une coquille vide, le kaoris. Vous savez, c'est vachement dur à trouver, il y en a peu. Et on se dirait, entre nous, comme ça, que un auroch, ça ferait 10 kaoris, et une table, ça ferait 6 kaoris. Et ça serait quand même beaucoup plus simple. Et là, il s'est passé un truc extraordinaire, qui se produit très rarement. Tout le monde y a cru. Tout le monde a décidé de faire confiance. Rappelez-vous de ce mot, confiance. Con, ensemble, fiance, se fier. On se fie ensemble à une croyance commune. On va croire, parce que pour de vrai, ça ne vaut pas ça, hein, on va croire qu'un kaoris, avec 10 kaoris, qu'on va pouvoir avoir un auroch. Il venait d'inventer la monnaie. La monnaie, c'est quoi? C'est un intermédiaire qui permet d'échanger des biens et services. Hein, c'est ce qu'ils font. C'est une unité de compte. Un auroch, c'est 10 kaoris. Une table, c'est 6 coquillages. Et c'est aussi une réserve de valeur. Je peux les accumuler, je peux les conserver. Et c'est vachement plus pratique de garder 100 kaoris dans son porte-monnaie que 10 aurochs. Parce que l'auroch, au bout de quelques mois, ça commence à faisander et c'est pas super pratique à déplacer. Mais un jour, ils se sont rendus compte que Menusix avait triché. Elle savait où il y avait une réserve de kaoris. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'ils ont perdu confiance. Donc il s'est passé 2 choses. Première chose, coup de gourdin à dégager. Cette habitude, on l'a gardée. Hein. Ça s'appelle arbitrage du Fonds monétaire international. Donc coup de gourdin à dégager. Et 2, je ne crois plus aux kaoris. Donc il faut que je croie à autre chose. Donc ils ont décidé de croire à l'or. L'or, ça c'est pratique. Et on y a cru, vous allez voir, très longtemps. On y croit encore pas mal aujourd'hui. Mais l'or, c'est encore pas super pratique à utiliser. Donc ils ont inventé une autre chose dans laquelle on fait confiance, fiduciare en latin, la monnaie fiduciaire, les billets et les pièces. Un billet, ça vaut rien. Intrinsèquement, c'est rien, c'est un bout de papier.
Mais comme on lui fait confiance, qu'on est tous d'accord pour dire le billet, il vaut 100 €, eh bien ça fonctionne. Donc on a la monnaie fiduciaire, des pièces et des billets, qu'on met dans un porte-monnaie. Et plus tard, on a inventé une seconde monnaie, la monnaie scripturale, script, écrire, hein, c'est une monnaie d'écriture. C'est quoi? C'est une monnaie, c'est juste une écriture dans un registre. C'est pour ça qu'on parle d'enregistrer. On met dans un registre, on écrit une ligne dans un registre, et on dit, Toto, eh ben, il a 100 €. Et on fait confiance. Alors là, on ne fait plus confiance à une banque centrale. La monnaie fiduciaire, c'est la banque centrale. Là, on fait confiance à une banque commerciale qui dit, bah, si c'est écrit dans les registres de la banque commerciale que Toto, il a 100 €, eh ben, ça veut dire que Toto, il a 100 €, et je le crois, et je fais confiance. Mais pour que ça marche, entre autres la monnaie fiduciaire, il ne faut pas que les gens qui émettent les billets les fassent comme ça pour le fun. Il faut bien qu'il y ait une contrepartie. Si on voyait bien, je fabrique des billets quand j'ai besoin d'argent, ça serait super pratique, mais ça ne fonctionnerait pas, les gens perdraient confiance. Donc ce qui s'est fait, comme il y avait l'or, on s'est dit, quand j'émets des billets ou des pièces, il faut que j'ai la contrepartie en or. Et comme les gens font confiance à l'or, et que je sais que je ne ferai pas plus de billets que la valeur que j'ai en or, alors je peux faire confiance aux billets. Et ça a super bien marché. Parce que les gens respectaient la règle. Sauf qu'à un moment, on ne respecte plus les règles. C'est pendant la guerre. Première guerre mondiale. L'Angleterre a besoin d'argent, comme tous. Mais eux, ils se disent, comme on a besoin d'argent, on va aller fabriquer des billets. Hein, c'est quand même plus pratique. Tout le monde en fabrique un peu, mais ils en fabriquent plus. Ils augmentent de 30% la valeur qu'ils ont. Bon, c'est la guerre, on ne dit rien. Mais à la fin de la guerre, les gens viennent les voir et ils disent écoutez, l'Angleterre, vous êtes bien sympa, mais soit vous retirez 30% des billets que vous avez émis, soit vous dévaluez, vous ôtez la valeur de 30%. Et votre livre sterling, elle vaut plus 10, elle vaut 7. Et là, ils disent un mot de 4 lettres qui commence par F et qui finit par K. Les gens disent comment on fait? Écoutez, on a triché, faites comme nous, c'est quand même plus simple. Et vous allez le croire ou pas, 1922, tout le monde se met à faire comme eux. Oui, dans le fait, c'est vachement simple. On va fabriquer des billets, quand on a besoin d'argent, on fabrique des billets. Sauf que quand on triche avec un système, quand on perd la confiance, ça ne pardonne pas. 1929, énorme crise de confiance, la monnaie n'a plus de valeur. Énorme crise de confiance, on arrive sur la crise de 1929. Et on se protège en achetant la valeur sous-jacente, on achète de l'or. Sauf que là, ça se déstabilise complètement le marché. À tel point qu'en 1934, les États-Unis décident d'interdire la possession d'or. Quand même, le pays de la conquête de l'Ouest, interdit la possession d'or. Qu'est-ce qui se passe? Perte de confiance, montée des protectionnismes, des nationalismes. Le résultat arrive à tous les coups. Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale, tout le monde est ruiné. Sauf un pays. Il y a un pays qui a participé à la guerre, mais où il n'y a pas eu de guerre sur son sol. Un pays qui a accumulé de l'or, qui a prêté de l'argent à tous les autres. Prêté, pas donné. Qui a prêté de l'argent à tous les autres. Qui a la moitié de la production mondiale de charbon. Qui a les 2/3 de l'or. Qui a la moitié de la production mondiale d'électricité. Ce pays, c'est les États-Unis. Et les États-Unis disent, écoutez, vous êtes bien d'accord, ça n'a pas marché le coup du dollar, le coup de l'or. Et comme on a 2/3 des réserves mondiales, on vous propose un truc vachement mieux, c'est que c'est nous qui allons garder l'or, et la monnaie, la valeur qui va servir pour tout le monde, c'est le dollar. Donc la monnaie de référence n'est plus l'or, c'est le dollar. Tout le monde dit oui, dans le fait, ils n'avaient pas trop le choix. Tout le monde dit oui, ok, on est d'accord, donc vous gardez l'or, et nous on échange les dollars, et si un jour on voulait l'or, on vous ramène les dollars, et puis vous nous donnez l'or. Voilà. Et c'est quand même plus simple de travailler avec une valeur fiduciaire plutôt que de travailler sur l'or qui est quand même pas super pratique à utiliser et tout. Petit problème, moi mon expert comptable m'a toujours appris, Dominique, la confiance n'exclut pas le contrôle. Là, ils ont fait confiance, ils ont oublié le contrôle. On verra que ça va être peut-être gênant plus tard. En fait, les Américains, ils pouvaient continuer à faire de dollars même s'ils n'avaient pas l'or. Mais bon, c'est pas grave. Ça leur permet quand même de financer à bon compte. Alors ça, c'est génial, c'est super. En fin de la guerre, on arrive sur les 30 glorieuses, il y a de l'argent partout, t'en veux, je t'en fabrique, donc ça aide beaucoup. Ça permet au passage de financer la conquête spatiale, ce qui est plutôt bien. La conquête spatiale, elle emmène avec elle toute une révolution technologique, les ordinateurs, l'informatique.
À tel point qu'en 1960, on invente un truc qui va servir plus tard. C'est le réseau peer-to-peer, de pair à pair. Plutôt que d'avoir un ordinateur central qui contient les informations, qui fait les calculs, on partage le stockage des données entre différents ordinateurs et on peut partager aussi la puissance de calcul. Pendant ce temps-là, la planche à billets continue à tourner pour bien financer la guerre du Vietnam. Et puis il y a des gens qui sont un peu plus droits dans leurs bottes, les Allemands, qui disent Monsieur les Américains, c'est gentil, mais on commence à plus trop faire confiance là. I want my money back. Je vous rends vos dollars, donnez-moi mon or. C'était le deal, hein, les accords de Bretton Woods. Les Américains, ils disent un mot fabuleux de 4 lettres, qui commence par F et qui finit par K. Fin des accords de Bretton Woods. Les gens ne savent pas trop quoi faire, les monnaies flottent les unes par rapport aux autres. On se raccroche un petit peu au dollar. 1976, on se raccroche un peu à l'or, pardon. 1976, même la référence à l'or est abandonnée. Les monnaies deviennent flottantes. Pour ceux qui sont vieux comme moi, c'est l'époque du serpent monétaire qu'il y avait en Europe où on ne savait pas trop ce qui se passait là, les monnaies fluctuaient sans arrêt. Maintenant, c'est la main invisible du marché qui décide si un dollar, ça vaut 3 livres ou 2 livres. Pendant ce temps-là, l'informatique a continué à faire son petit bout de chemin. La même année, on invente un truc génial. La cryptographie asymétrique. C'est quoi? C'est une clé. Il y a une première clé qu'on appelle une clé privée. C'est ma clé à moi. Je peux ouvrir ma boîte aux lettres à double fond. Je mets un message, je ferme. Tous mes copains, ils ont une clé... Pardon. Tous mes copains, ils ont une clé publique que j'ai donnée à mes copains. Eux, ils peuvent ouvrir la boîte aux lettres et accéder au double fond. Ils sont sûrs que c'est moi qui ai envoyé le message. Quand ils m'ont renvoyé un message, ils sont sûrs qu'il n'y a que moi qui pourrais le lire. Cryptographie asymétrique. La recherche continue. 1991, on invente le hash. Alors pas le hash comme ça. Le hash de Hashi Parmentier. C'est quoi ce hash? Vous prenez un fichier, vous savez, c'est les octets, des bits et des 0 et des 1, et vous les mettez comme ça, là, et puis vous pliez, pop, 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 de temps en temps vous déchirez un bout, vous envoyez, clac, clac, vous mettez, vous faites une somme, une division de tous ces chiffres-là. Et à la fin, il vous reste un chiffre, une empreinte numérique unique. C'est le hash. Cette empreinte, elle est géniale, parce que le même fichier, si vous faites 2 fois la même manip, ça vous fait toujours le même chiffre. Donc si vous avez fait une copie, vous êtes sûr que la copie, c'est bien l'équivalent de l'original. Et l'autre truc, c'est pour ça que ça a été trouvé qu'en 91, parce que c'est très compliqué, l'autre truc, c'est que 2 fichiers ne feront jamais le même hash. Donc on a la certitude de l'authenticité d'un produit. C'est vraiment une empreinte numérique. Et comme dans le hachis, il faut rajouter un peu de sel, on verra qu'il y en a qui s'amusent à mettre ce qui s'appelle du sel, nonce en anglais, mais du salt. On rajoute un peu de sel, c'est qu'on rajoute quelques octets, on va voir que ça va servir plus tard, on rajoute quelques octets pour changer la tronche du hash. La planche à billets tourne toujours. Mais ça ne représente que 10% de la masse monétaire. Les 90% restants sont arrivés non pas avec la monnaie fiduciaire, rappelez-vous, mais avec la monnaie scripturale. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a fait monter la masse monétaire par la monnaie scripturale? Comment ça marche? Comment on fabrique la monnaie scripturale? Il faut 20 secondes. Bonjour, monsieur le banquier. Je veux m'acheter un appartement à 300 000 €. J'ai déjà 100 000 € que je peux payer d'apport. Et j'ai une maison qui vaut 400 000 que je peux mettre en garantie. Voulez-vous me prêter 200 000? Ben, bien sûr. Clac, clac, clac. J'écris la ligne « Je prête 200 000 à Dominique ». Voilà. On vient de créer ex nihilo 200 000 €. Avant, ils n'existaient pas. Ils n'étaient pas là. La banque ne l'a pas pris dans ses réserves. Non, non. Elle vient de fabriquer 200 000 € qu'elle a mis sur mon compte, que je peux utiliser pour acheter une maison. Et le vendeur de la maison, il va pouvoir l'utiliser. On a introduit dans le système 200 000 € de monnaie scripturale. C'est pas dangereux, ça? Mais non, c'est pas dangereux. Parce que la banque, elle n'a pas intérêt à tricher. Elle va me prêter à moi parce que j'ai des apports, mais on ne va pas prêter à quelqu'un qui n'a pas d'apport. C'est dangereux, la banque ne se fera pas rembourser. Ou alors on va prêter, mais à des conditions un peu plus élevées. Que si on prête à des conditions plus élevées, là, ça rapporte plus, ça peut être intéressant. Et puis on pourrait même faire des taux variables, ça pourrait être vachement intéressant. Et puis, si c'est trop risqué, on pourrait, ces emprunts pourris, toxiques, on pourrait les diviser en morceaux, les mettre, faire un gros cacaboudin, là, et puis je te refile le truc. On appellerait ça les subprimes. Et puis, comme on dit, too big to fail. 15 septembre 2008, faillite de la banque Lehman Brothers.
Alors déjà que les libertaires, ils n'étaient pas chauds, ils ne faisaient pas confiance aux banques centrales qui sont trop interventionnistes, désormais il y a un nombre très important d'opposants au monde de la finance, qui osent faire des profits faramineux au détriment de l'intérêt général. Forcément, il y a un problème, ça génère une demande. En 2008, il y a une demande très forte pour une nouvelle monnaie qui ne passe pas par les banques, ni centrale, ni commerciale. Idéalement, si ça peut être anonyme et qu'il y a un transfert instantané gratuit, ça serait mieux. Quand il y a demande, et s'il y a outil de production, pardon. Quand il y a demande et s'il y a outil de production, il y a une offre. Et là, il y a quelqu'un qui s'appelle Satoshi Nakamoto, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas de quel pays il est, on ne sait pas s'il est tout seul, ils sont beaucoup, mais qui dit, moi, je vous propose une nouvelle monnaie, dans laquelle vous pouvez faire confiance, ceux qui croient, venez avec moi, vous allez faire confiance. Il y a tous les outils qu'il faut, il y a le peer-to-peer, la cryptographie, il y a le hash. 15 septembre 2008, faillite de Lehman Brothers. 31 octobre 2008, Satoshi Nakamoto propose le Bitcoin. Alors le Bitcoin, c'est quoi? C'est une monnaie scripturale, mais qui n'est pas centralisée dans une banque. C'est une monnaie qui est distribuée, comme nos architectures distribuées. Et le processus de fabrication, il est très contrôlé. Donc on ne peut pas tricher avec le système. Vous allez voir, le processus, il arrive très régulièrement, mais on ne peut pas rajouter comme ça des Bitcoins. Et la confiance repose non pas sur un organisme, mais sur la technologie, et les gens qui vont utiliser cette technologie-là. Alors comment ça fonctionne, la technologie blockchain? Vous imaginez un registre, comme c'est scriptural, donc c'est un grand registre. Tout le monde a une copie du registre. Moi, je me mets mineur. Première chose qui se passe, je télécharge le registre où il y a tout. Je me mets à la dernière page, donc on est à l'état actuel. Ici, j'écris, ça c'est moi, c'est mon code dans la blockchain. En haut, on verra à quoi ça sert. J'écris blockchain doit à moi 12,5 bitcoins. Je commence déjà par me payer. Enfin, j'écris que je me paye. Je serai payé, en fait, à la fin que si j'ai gagné. Étape suivante, je vais chercher la liste des transactions en attente. La première ligne, c'est Alice qui va envoyer à Bob 0,0345 bitcoin. Donc il y a une liste de gens en attente. Je vais chercher, je prends le premier, j'écris ça dans mon registre. Enfin, avant d'écrire, je vérifie qu'Alice a les moyens. Donc je tourne les pages jusqu'à ce que je vois si Alice a bien l'argent. Donc c'est pas le solde, mais je vois qu'Alice, quelqu'un lui a donné un bitcoin. Je dis, bon, si quelqu'un lui a donné un bitcoin et qu'on ne peut pas être en négatif, c'est qu'elle l'a. Donc je valide la transaction. Et puis je prends les autres, je valide, je valide, je valide, je valide. À la fin, je mets la date, l'heure, je signe. Pour prouver que ça fonctionne bien, je mets à la fin un petit peu de sel, on verra à quoi il sert, et je mets mon empreinte numérique, mon hash, en bas. Et là, j'espère être le premier. Parce que le premier qui réussit ça, il gagne 12,5 bitcoins. 90 000 euros. Sauf que la vie est parfois compliquée. Les machines vont beaucoup trop vite. Les opérations, elles se font en quelques millisecondes, quelques microsecondes maintenant. Donc il faut ralentir le process. Et là, idée géniale de Satoshi Nakamoto, il se dit, il y a un truc qui est très compliqué à faire, c'est le sel. Le sel ici, là, il change tout ça. Eh bien, on va dire, il va falloir trouver le sel au hasard, machine à sous, clac, clac, je tourne, jusqu'à ce qu'en bas, il y ait plusieurs zéros. Ce nombre de zéros, il va varier. On va se dire, on veut que ça tourne en 10 minutes. Si la puissance de calcul est trop grande, je veux 25 zéros devant. Si elle est trop faible, j'en veux plus que 10. Et les gens, ils essayent. Quand on mine, c'est ce qui se passe. On fait tourner une machine. Donc ce boulot-là, il se fait en quelques millisecondes, et ce travail-là, la proof of work, la preuve de travail, il en fait travailler les machines, simplement pour leur faire perdre du temps, pour synchroniser le process. Il ne faut pas être à moins de 10 minutes, parce qu'il pourrait y avoir des doubles échanges, il pourrait y avoir de la triche. Pour ralentir le process, et pour forcer les gens à dépenser de l'argent, et qu'ils n'aient pas intérêt à tricher, parce que de toute façon, s'ils trichent, ils vont gagner moins que l'argent qu'ils ont mis à tricher. Pour forcer les gens à dépenser de l'argent, enfin dépenser de l'énergie qui permet de résoudre mon petit problème, de rajouter le sel qui va bien pour avoir le bon hash. Là, je transfère, dès que j'ai trouvé, je transfère à tout le réseau. Là, tout le monde s'arrête, ceux qui sont en train de bosser disent, c'est pas pour moi. Les gens vérifient quand même au passage que ici, ça correspondait bien, comme ça prend quelques millisecondes, et si la personne s'est trompée, il ne faut pas la valider. C'est pour ça que c'est ce qu'on appelle le consensus. Tout le monde vérifie que celui qui a gagné, il n'a pas triché, il a bien les bonnes valeurs. On ne triche jamais, ça ne vaut pas le coup. Et donc, je recopie de ce bloc-là, je recopie le hash qui était ici en haut. Pourquoi je fais ça? Parce que comme vous savez, le hash, on change un truc et le hash change, et que ce hash ici,
il représente ça, y compris le hash d'avant, qui était le hash d'avant, qui était le hash d'avant, qui était le hash d'avant. Le système est chaîné. On a un bloc qui est chaîné, on a la blockchain. Le mineur qui a gagné, il a gagné ses 2,5 bitcoins. Ça veut dire que la quantité de bitcoin, elle est connue à l'avance. Il y en aura 21 millions, c'est fini. C'est une quantité finie comme un filon, c'est pour ça qu'on appelle ça un mineur. Quand il y a un filon d'or, c'est le mineur qui vient miner. Là, c'est pareil. Donc 2008, Satoshi Nakamoto propose le Bitcoin. 2014, Vitalik Buterin voit la blockchain, il dit c'est génial, mais on a oublié un truc, c'est que ça, là, à la base, c'était pas fait pour faire une machine à sous. C'était pas pour faire une machine qui jouait à des jeux de hasard. Ça, c'était fait pour partager de l'information, des fichiers distribués à plusieurs endroits. Ça, c'était fait pour faire du calcul complexe. Et là, on l'utilise à faire de la machine à sous. Donc, il propose de faire travailler les machines. Plutôt que de dire Bob donne un bitcoin à Alice, il dit ben moi j'invente un langage, et les machines, au lieu de s'amuser, elles vont bosser. Ce langage, il pourra dire par exemple, si, alors Flight Radar, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site qui permet de vérifier les avions où ils sont, si le retard de Flight Radar du vol AF3412 du 18 mai est supérieur à 90 minutes, alors transférez 234 € d'Air France à Dominique Chabot. Et ça, c'est automatique. C'est magique. C'est un contrat intelligent. Un smart contract. Notre soldat est devenu redoutable. Il permet de nouvelles possibilités. On va pouvoir faire des contrats sans intermédiaire, sans tiers de confiance, avec un traitement automatique et instantané, presque gratuit. La fonction si, on va dire que c'est 3 centimes, la fonction alors, c'est 2 centimes. Et pour ceux qui veulent, ça peut être anonyme. Ça, c'est d'où il vient. Maintenant, quelles sont ses missions? L'idée de base, c'était d'éradiquer les banques, enfin de passer outre pour ceux qui n'y avaient pas confiance. On voit qu'on est rendu un cran plus loin. On peut aussi éradiquer ou se passer des tiers de confiance grâce au smart contract. On va pouvoir Uberiser Uber. Uber, c'est quoi? C'est des gens qui ont désintermédié. Ils ont dit les taxis, les machins, il n'y en a pas besoin, je me mets à la place. Mais Uber est un intermédiaire. Demain, si les chauffeurs et les clients mettent en place des smart contracts à un prix dérisoire, Uber n'a plus de raison d'être. La blockchain va Uberiser Uber. Elle va intermédier dans tous les métiers. Donc ça, c'est une liste qui a été faite par Medines en 2018. On va se passer des banques, des plateformes, des experts. La transparence et l'inviolabilité vont ramener la confiance partout. Mission, sauver le monde. Donc on en est où? Une fois qu'on a défini cette mission pour notre soldat, il en est où notre soldat? Il se bat sur 2 fronts. Premier front, la crypto-monnaie. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Est-ce qu'on se passe des banques? Oui. Combien il y en a? 0,03% des transactions. C'est pas encore tip-top. Pourquoi? Parce que c'est pas instantané. Le bloc, c'est 10 minutes, il faut attendre 6 blocs. Parce que des fois qu'il la triche. Il faut attendre 6 blocs pour avoir le résultat. Donc il faut 1 heure. Pour acheter une bière, c'est pas pratique. Si je commande ma bière et que je l'ai 1 heure après, c'est pas génial. Et en plus, c'est pas gratuit. Ça coûte de 30 centimes à 30 €. Bon, 30 €, c'est quand il y a eu le pic, en fin 2017. Aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 30 centimes. Mais une transaction coûte 30 centimes. Donc on ne peut pas l'utiliser comme ça, très simplement. Et en plus, on peut faire que 7 transactions à la seconde. Et ça, c'est le système qui est imposé, on ne peut pas l'accélérer. C'est 7 transactions par seconde. Pour un truc qui voudrait être mondial, c'est pas tip-top. Et en plus, il n'y a pas une crypto-monnaie, il y en a 1500. Donc c'est pas super pratique, je te paye en ça, ben non, moi j'ai ça, vous vous rappelez, la lire, l'euro, le Deutschmark, voilà. On n'a pas fait tellement de progrès. Deuxième front, les smart contracts. Est-ce que ça marche? Oui. Ça marche tellement bien que les études donnent
des investissements de 10 à 12 milliards d'ici 2022. 10 à 12 milliards. Est-ce qu'on a uberisé Uber? Non. Non, Uber, le mois dernier, vient d'entrer en bourse pour 82 milliards. Et le cours a encore monté. C'est un peu gênant. C'est un peu gênant parce que s'il y avait un problème technique pour expliquer qu'on n'ait pas les résultats, on modifierait le problème. En fait, tout marche, techniquement. Mais les banques, on n'a quand même pas réussi à faire une monnaie universelle qui soit utilisée en permanence. Et pour les smart contracts, on n'a toujours pas réussi à uberiser Uber, et dans le fait, il n'y a pas grand-chose qui est utilisé pour de vrai. Et si on s'était simplement trompé de combat? Rappelez-vous l'objectif initial. Il fallait virer les banques spéculatrices et interventionnistes. Il fallait garantir la confiance. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le Bitcoin, donc la crypto-monnaie qui est partout, sert à 98,5% à faire de la spéculation. C'est pour ça qu'on n'achète pas de bière avec, c'est pas pratique. Par contre, si on croit qu'il y a assez de gens qui croient, ben j'en achète en me disant que ça va monter. On voulait décentraliser, et le problème, c'est que les bitcoins sont entre les mains de que quelques opérateurs, qu'on appelle les bitcoin whales, les baleines à bitcoin. Mardi de cette semaine, quelqu'un a vendu 25 000 bitcoins. Le cours s'est effondré de 10%. Une heure après, il a racheté 25 000 bitcoins. Il a gagné 12 millions de dollars. On voulait virer les banques qui profitaient du système. Je ne suis pas sûr qu'on ait gagné. Dans les 1,5% qui restent, ça sert à ça. Donc le mail de droite, c'est un vrai mail que j'ai reçu il y a un mois, qui m'a dit « Dominique, je t'ai créé avec ta propre adresse mail, donc je suis quand même le roi des hackers. Et en gros, tu vas sur les sites porno, gros salaud, donne-moi 1 000 € en bitcoin à cette adresse-là, et je ne dirai rien à tes amis. » Je ne les ai pas crus, parce que je ne vais pas sur les sites porno. En vrai. Deuxième usage du bitcoin, usage, on va dire, illicite. Il y a la rançon, mais il y a aussi le paiement de système, on ne veut pas qu'il n'y ait pas de traces. Tout ça en consommant autant d'énergie qu'un pays de 10 millions d'habitants, un pays développé, le Portugal ou la Grèce. On consomme autant d'énergie qu'un pays de 10 millions d'habitants pour spéculer et pour demander à Dominique Chabot de verser 1 000 €, sinon je dis à tous tes copains que tu as regardé un site porno. Pas top. Ça, c'était côté Bitcoin. Maintenant, côté smart contract, on en est où? Je vais faire un tout petit aparté. Il reste 11 minutes, c'est bon. Je vais faire un tout petit aparté pour vous expliquer. Je vais revenir dans le monde réel. Je suis sportif, je vais monter une salle de sport, j'ai un petit peu d'argent, mais pas assez. Il faudrait que je récupère 100 000 €. Les banques ne veulent pas me suivre. Et j'ai une idée. Je vais monter une salle de sport et je vais dire à mes copains, j'en prends mes copains ou des gens, écoute, je fais une salle de sport, nouveau concept, tu as un jeton qui te permet de rentrer dedans à vie. D'accord ? Ce jeton, il a 200 €. Il est à toi. J'en mets 500, pas de plus. Promis garanti, je le mets dans la blockchain. Je ne peux pas tricher. Je mets 500 jetons pour rentrer dans la salle de sport. 200 €. Ce jeton, tu me le payes, là, tout de suite, 200 €. Tu le gardes, tu rentres tant que tu veux, et si tu veux le revendre un jour, tu le revends le prix que tu veux. Mais tu le vendras plus que 200, parce que moi, je garde des jetons pour moi, que je vais louer. Donc la salle de sport, elle va être mieux, donc elle sera plus chère. Et là, je trouve 500 personnes qui veulent bien mes jetons à 200 €. Je viens de récupérer 100 € pour monter ma salle de sport. J'encaisse dès le début, et je n'ai pas ouvert mon capital. C'est génial. C'est un droit d'usage, ce n'est pas un droit de propriété. Jeton, ça se dit token en anglais, je viens de vous présenter la token economy. Token economy, c'est ça, c'est des jetons, qu'il y a des gens auxquels ils croient, on fait confiance, et on se dit, ben, je vais en prendre, et puis comme ça, je pourrai les revendre et faire des plus-values. Tout ça, on le met dans ce qui s'appelle des ICO. Initial Coin Offering. Est-ce que ça marche, les ICO? Bah, c'est pas que ça marche. C'est que ça surperforme. 2017, 6 milliards de dollars. 2018, 7 milliards de dollars. Des levées de fonds, sans ouvrir le capital, sans garantie.
Donc notre soldat, il a bien bossé. On peut être très fier de lui. Et on a eu un problème, c'est que c'est super tentant d'avoir des bitcoins qui arrivent comme ça, on a de l'argent sans garantie, sans machin. Il y en a qui se sont barrés avec. C'est pas bien. Oh, une petite arnaque ici, 160 millions de dollars, pour ceux qui ont réussi, c'est bien. C'est peut-être un cas isolé. Ben non, c'est pas un cas isolé. C'est une épidémie. 80% des ICO sont des arnaques. Et quand c'est pas une arnaque, ça peut être un échec, une mort prématurée. Et quand ça réussit, c'est parfois un déclin, prometteur, ça veut dire que ça va venir. On a 7% de réussite. Et quand on dit réussite, c'est pas que la technologie fonctionne, c'est que la crypto-monnaie n'a pas perdu de valeur. Parce que les gens continuent à croire, un peu comme pour le Bitcoin. Alors tout le monde s'y met. Même les vendeurs de thé. Juste un exemple, Long Island Iced Tea Corp, une boîte qui fait du thé, change son nom en Long Blockchain Corp et dit « je vais accepter le Bitcoin ». En quelques heures, le cours a été multiplié par 4 et les transactions par 100. Je vous laisse 2 minutes si vous ne connaissez pas la blague. La blockchain est à la mode, j'en veux. Mettez-moi un. Résultat, spéculation, concentration, moyens de paiement d'activités illicites, arnaque et blockchain washing. Que faire? On laisse notre soldat frapper dans le vide? Moi, je pense que non. Tout ce que j'ai dit avant, c'était purement factuel. Vous pouvez tout vérifier. Ce que j'ai à dire maintenant, c'est un avis personnel. C'est l'avis d'un entrepreneur qui est plutôt amoureux de la belle ouvrage et qui en a marre de voir des sagouins qui salopent un super outil pour faire du bullshit. Premier point, je pense qu'il faut arrêter ça. Ça ne sert à rien. Ça a été fait. Satoshi Nakamoto, il dit j'ai une idée. Et puis on va mettre une proof of work, on va mettre un truc qui va permettre de dépenser pour vérifier que tout ça marche bien. Mais on aurait pu prendre autre chose. Il a pris ça. Imaginez, dans la vraie vie, on fait le même truc. Moi, je dis, je veux trouver une ressource rare qui permette de prendre un risque. Moi, j'ai une idée qui est bien mieux. J'ai une ressource très rare, c'est la corne de rhinocéros. Et je dirais, voilà, moi, j'ai un système, le mec, il coupe une corne de rhinocéros, il prend un risque, hein. Donc c'est ce que je voulais. Et en plus, c'est rare, je suis sûr que ça varie une fois tous les jours, hein, pas plus vite que ça. Pour moi, c'est du même ordre de grandeur. La proof of work, c'est pas qu'elle sert à rien, aujourd'hui, c'est la plus pratique. Mais à un moment, il faut arrêter de faire des bêtises, quoi. Dépenser autant qu'un pays pour faire de la spéculation, ça n'a pas de sens. Ça n'a tellement pas de sens que tout le monde travaille dessus en ce moment. Donc ici, c'est la proof of work classique. Le problème, c'est que c'est Bitcoin et Ethereum, donc c'est 99,99% du marché. Nous, on se positionne plutôt de ce côté-là, les modèles hybrides. Mais il faut absolument, tout de suite, trouver d'autres solutions à cette proof of work, qui est un scandale. Et quand les gens vont prendre conscience du scandale, je pense que ça peut faire énormément de mal au Bitcoin. Je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. Je pense qu'on a mélangé les mondes, les noms. Il y avait une demande, on est parti d'une demande. La demande, c'était de virer les banques. De cette demande-là, on en a fait une possibilité grâce à l'Ethereum. On a la possibilité de faire des smart contracts. Mais pour gagner la guerre, pour faire tourner une boîte, ce n'est pas des demandes qu'il faut. Ce n'est pas des possibilités. Ce qu'il faut, c'est un besoin. Avec Jean-Baptiste, mon associé, la boîte précédente, on n'est pas passé de 2 à 150 personnes en quelques années, simplement avec des possibilités. C'est bien parce qu'on répondait à un besoin qu'on a trouvé un marché. Je pense qu'il ne faut pas du tout mélanger la demande de sel, hein, t'as pas du sel, s'il te plaît, la possibilité de choisir sa sauce et le besoin de manger. Le marché, il est là, c'est quand il y a un besoin. Le problème, c'est que la majorité des intervenants aujourd'hui de la blockchain vous vendent de la possibilité. Toutes les ICO vendent de la possibilité. Nous, on n'est pas prestataire blockchain, donc on ne veut pas vendre de la possibilité. Nous, on est juste des entrepreneurs qui avons un besoin et qui répondons à un besoin. Ce besoin, c'est quoi ? On travaille sur la traçabilité de la ligne de vie d'un produit qui permet d'informer, d'analyser,
de mettre en relation, d'éradiquer la contrefaçon. Dans le monde du vin, la contrefaçon, c'est 20% du marché. Et pour ça, la technologie centralisée est la meilleure. C'est super rapide, c'est fiable, c'est efficace, ça coûte pas cher. Par contre, nous, on a un double problème. Premier problème, les gens nous disent « c'est génial votre truc ». Mais qui me garantit la sécurité? Qui me garantit que vous n'allez pas vous faire hacker? Qui me garantit que même en interne, vous n'avez pas des petits malins qui vont transférer la propriété d'un vin ou changer, dire que ce petit vin de rien du tout, dans le fait, c'est un Château Margaux? Comment vous me garantissez ça? Premier problème. Et deuxième problème, plus grave encore, je veux bien graver toutes mes bouteilles, mais si votre entreprise fond les plombs, qu'est-ce que ça devient? Je fais quoi de mes bouteilles? Et là, nous, on a un besoin. On a un besoin de pérennité, on a un besoin de transparence. La pérennité, la meilleure qui existe, c'est quand même la blockchain. Aujourd'hui, on ne sait même pas qui est Satoshi Nakamoto et ça fonctionne. Nous, on va savoir que c'est nous qui l'avons fait, mais que si on meurt, c'est pas grave, ça continue à fonctionner. C'est une blockchain, ça marche tout seul. Et deuxième, un besoin de transparence, le registre de la blockchain, tout le monde peut y accéder et voir qu'il n'y a pas eu de triche, qu'il n'y a pas eu de fraude. Alors on utilise une blockchain qu'on a fait sur mesure pour répondre exactement à nos besoins et aux besoins de nos utilisateurs. De la belle ouvrage, sans proof of work, sans ICO, juste de l'utile et du beau. Vive la blockchain utile. Merci.